À Monsieur Paul Giacobi pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Bien. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, vous m'excuserez, je n'ai pas de médaille, mais j'ai néanmoins des choses à dire. Je m'excuse auprès de mes collègues de ne pas tomber dans la tentation des bons mots, des outrances, c'est-à-dire des insignifiances, selon le mot de Monsieur Talleyrand. Tout ce qui est excessif est insignifiant. D'ailleurs, il se disputait avec le baron Louis, n'étant pas lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire, un modèle de rigueur budgétaire. Je voudrais rappeler à nos collègues un petit détail. Le montant de la dette contractée chaque année est très marginalement la conséquence du déficit de l'année et principalement la conséquence du remboursement des emprunts qui ont été contractés avec une maturité moyenne de 6 ou 7 ans bien avant. Par conséquent, il faudrait quand même rappeler que lorsque l'on emprunte une année, en réalité, marginalement, on finance le déficit de l'année et principalement, on finance le renouvellement des emprunts contractés 6 ou 7 ans auparavant. C'est absolument incontestable. Donc il faudrait utiliser cet argument avec prudence. Au-delà des interprétations de la presse, des commentaires divers et variés, il ressort tout de même des faits et des chiffres que la France connaît depuis quelques années, un redressement de ses finances publiques tout à fait exceptionnel en raison d'un effort que l'on n'avait pas enregistré, sans doute depuis plusieurs décennies. Il ne s'agit pas de faire la comparaison avec la précédente mandature qui a été confrontée, c'est incontestable, à la récession mondiale, quand nous avons, pour cette mandature, connu une période de stagnation, mais pas de récession. Il faut relativiser les choses de tous côtés. On constate donc jusqu'à présent un respect du cadre de la programmation des finances publiques, la loi de programmation des finances publiques, si l'on observe en particulier le tableau de comparaison des trajectoires qui figure page 39 du rapport préparatoire. Je dois dire jusqu'à présent, parce que si je comprends bien ce rapport, effectivement, et ce tableau, en 2018-2019, on prévoit de s'écarter de l'objectif, même si le déficit continue d'être en réduction régulière. Peut-être plus important que cela, ce sont les programmes qui, année après année, tendent à améliorer l'efficience de nos finances publiques. On peut en donner deux exemples, avec l'augmentation du montant des redressements fiscaux, qui représente tout de même en 2015 21 milliards d'euros, ce qui est considérable, et surtout une augmentation de 10% en un an. Sans parler de la facilité avec laquelle aujourd'hui un contribuable peut satisfaire à ses obligations déclaratives et au paiement de sa contribution en quelques clics informatiques. Un deuxième exemple peut être donné à travers la politique immobilière de l'État qui correspond aujourd'hui à ce que l'on peut attendre d'une optimisation du patrimoine public. Face à ces résultats globalement tangibles, les risques d'écart, qui restent pour le moment hypothétiques, mais qui existent incontestablement, sont tout de même relativement marginaux, qu'il s'agisse de mesures nouvelles, de conséquences de sous-budgétisation. Ce sont simplement quelques milliards d'euros, c'est-à-dire quelques dixièmes de points de PIB dont on parle. Si l'on regarde plus finement les choses, on se rend compte que ces risques, ces écarts, ces dépassements peuvent être regroupés en trois catégories. D'abord, des allègements de charges qui, malgré tout, devraient logiquement conduire, dès l'année N+1, à des surplus d'activité et par conséquent, vraisemblablement, de recettes. Deuxièmement, des dépenses incontournables, générées par un consensus politique fort, par exemple pour nos interventions militaires, où le resserrement budgétaire joint à l'augmentation des missions et à leurs coûts conduisait à une impasse et, dans un premier temps, pour quelques exercices précédents, à une présentation acrobatique, pour ne pas dire relativement insincère, de notre budget de la défense nationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons un budget de la défense nationale qui est ce qu'il est et qui correspond à un consensus à peu près sur tous les bancs de cette Assemblée. Enfin, ça correspond à des remises à niveau qui ne pouvaient tout de même pas être différées éternellement, même si le rattrapage reste modeste et raisonnable, comme pour la variation du point d'indice de la fonction publique. Et notre collègue Mariton lui-même a reconnu qu'il était, au fond, inéluctable. Reste que nous vivons dans une immense incertitude quant au contexte économique et financier mondial. D'abord, le risque de crise financière généralisée est de plus en plus prégnant. Il existe pour la bulle immobilière un peu partout. On le voit d'ailleurs ces jours-ci à Londres. Il existe sur les marchés obligataires à haut rendement, ce qu'on appelle les Young Bonds, qui sont en train de turbuler. Il existe sur des marchés financiers d'autant plus volatiles qu'ils sont très largement surévalués. Il existe, à cause des risques qui pèsent
multiples qui pèsent sur l'économie chinoise, qui est une des premières de la planète. Il y a également des indices de début de récession, au moins de ralentissement spectaculaire de l'activité économique, en Chine bien sûr, mais aux États-Unis également. Sur la Chine, on est bien loin des chiffres officiels qui se situent aux alentours de 6% de croissance. L'évolution du PIB chinois est évaluée objectivement entre 0 et 3% par les observateurs spécialisés. Il existe aussi une incertitude majeure sur les taux d'intérêt et la politique monétaire. Les banquiers centraux savent que la liquidité qu'ils ont apportée au monde de la finance génère des bulles spéculatives, mais malgré cela, hésitent à lancer un mouvement inverse qui, à l'évidence, peut provoquer une nouvelle crise financière. Voilà bientôt 1 an que la Banque centrale américaine tient en haleine tous les analystes de la plomberie financière, parlant toujours de refermer le robinet. On a même forgé l'expression « the tap ring », aller vers la fermeture du robinet. Mais n'empêche qu'on en parle depuis 1 an et jusqu'à présent, on ne l'a pas fait de toucher au robinet. Le simple fait d'ailleurs d'approcher la main du robinet crée des turbulences qui font qu'aussitôt on renonce. Alors compte tenu de leur âge moyen, je suppose que les banquiers centraux dans cette situation, qui sont des économistes de grand talent, se disent chaque jour « je ne changerai probablement pas grand-chose à la politique monétaire, mais j'espère que Dieu fera que l'explosion de la bulle financière ne se produise pas avant mon départ à la retraite ». C'est guère tout ce qu'ils peuvent se dire. Et je pense qu'au fond, c'est ce qu'ils se disent. On a beaucoup parlé de reprise, de lendemain de crise, de perspectives encourageantes. La réalité, c'est que la croissance mondiale reste atone. Les prévisions de croissance mondiale sont plutôt en diminution, avec comme indice ou comme conséquence, comme on verra, des prix de l'énergie plutôt bas, des prix de l'acier terriblement déprimés et une absence quasi générale d'inflation. Donc tout ce que nous disons et écrivons, que nous soyons commentateurs à la liste ou que ce soit le gouvernement ou les services de prévision, peut être remis en cause par des évolutions brutales qui, plus le temps passe, plus sont probables. Je voudrais, pour conclure, avouer mon incompréhension ancienne et toujours actuelle des politiques d'encadrement budgétaire dans un contexte d'expansion monétaire débridée. Nous raisonnons dans un pays comme le nôtre, et c'est tout à fait légitime, et le gouvernement ne peut faire autrement que de s'y conformer, sur des comparaisons de projections et de résultats qui, au pire, je le répète, montreront des écarts de l'ordre de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire d'un demi-point de PIB, ceci dans la pire des situations. Pendant ce temps-là, dans la zone euro, dont le PIB global est de l'ordre de 5 fois celui de la France, les autorités monétaires injectent chaque année, par des prêts gratuits sans cesse renouvelés, des montants qui correspondent peu ou prou à 5 à 10% du PIB, parce qu'on en est à 500 à 1000 milliards par an d'injection de liquidités monétaires dans la zone euro. Par conséquent, quand on compare l'un et l'autre, des risques de dérapage à 0,5, et je mets la fourchette très très large, en réalité, ce n'est pas un dérapage, c'est un résultat un tant soit peu moins bon de 0,5 par rapport à ce qu'on avait prévu, mais toujours dans des objectifs en réduction. Nous passons sous silence des injections de liquidités 10 à 20 fois supérieures. Sur le plan macroéconomique, l'impact des deux types de mesures est quantitativement le même. Il s'agit d'une manière ou d'une autre, de donner des moyens à l'économie. La grande différence qualitative, c'est que le déficit budgétaire, finalement, il alimente plutôt l'économie réelle, la dépense publique. Alors, soit par les ménages, soit par l'investissement, soit par tout ce que vous voudrez. Tandis que l'injection monétaire de liquidité, elle gonfle plutôt les bulles spéculatives. Et à ce jour, ça peut changer, mais enfin, à ce jour et dans aucun pays, elle n'a eu d'impact mesurable sur les économies réelles. Elle a peut-être évité une crise financière plus grave, et c'est certain. Elle a peut-être évité le trou noir absolu qu'on a connu en 1929. Elle n'a pas produit d'augmentation de la croissance de l'économie réelle, ça c'est absolument certain. Alors je redoute que dans l'avenir, le déséquilibre vienne aujourd'hui de l'excès spectaculaire des politiques monétaires, plutôt que de très modestes dérapages de budget qui restent finalement, en tout cas pour la France, rigoureusement tenus. Merci pour le groupe